On va donc commencer avec les propos d'introduction. Et c'est Madame Danielle Darfeuille, représentant François Sauvadet, le président du conseil départemental de Côte-d'Or, qui nous rejoint. Mesdames et messieurs, tout d'abord, permettez-moi d'excuser François Sauvadet, président du conseil départemental, qui m'a confié le soin de le représenter. Alors, je suis ravie vraiment d'être présente ici aujourd'hui pour ouvrir cette journée d'études dont le thème est central, la question du logement inclusif pour les personnes souffrant d'un handicap psychique. Collectivité chef de file des solidarités humaines, le conseil départemental veille à offrir aux personnes en situation de handicap les conditions d'une vie la plus autonome possible sur l'ensemble du territoire. Nous avons ainsi à cœur de proposer aux personnes handicapées un accompagnement personnel et adapté. C'est comme cela qu'on agit sur leur quotidien et que l'on favorise leur insertion. Avec plus de 72 millions d'euros pour nos politiques en faveur des personnes handicapées, le Conseil départemental de la Côte-d'Or remplit pleinement la mission qui est la sienne. Et cette mission prend un peu plus d'ampleur car chaque année, en France, avec les progrès de la médecine, plus de 40 000 personnes survivent à un accident cérébral, accident grave de la route, AVC, accident de sport, etc. C'est un véritable enjeu de société, puisque près d'un Français sur deux est confronté à une étape de vie qui peut le rendre fragile. Maladie, handicap, séparation, vieillesse. C'est pourquoi la Maison départementale des personnes handicapées, qui évalue les besoins des personnes souffrant de handicap, évolue, elle aussi. Ce lieu unique d'accueil, d'information et d'instruction a simplifié les démarches des personnes en situation de handicap. Depuis plusieurs années, le département a souhaité garder le cap et anticiper la loi pour proposer des réponses adaptées en ayant toujours à l'esprit le parcours de vie souhaité par chacun et son évolution, quel que soit son âge ou son handicap. La MDPH de Côte-d'Or a fait de l'individualisation du traitement des demandes, de la maîtrise des délais d'instruction et du développement des liens partenariaux ses priorités. S'agissant du logement, le département de la Côte-d'Or s'est engagé en 2017 dans la mise en œuvre opérationnelle de la réponse accompagnée pour tous en application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 2016. Jérôme Pellissier, directeur de l'accompagnement à l'autonomie, du pôle solidarité du conseil départemental et directeur de la MDPH 21, reviendra sur ce dispositif en fin d'après-midi. Cet engagement au service du parcours des personnes en situation de handicap du territoire induit une évolution de pratique, de fonctionnement des organisations et de l'offre de services. À ce titre, la MDPH s'engage sur la voie du changement avec ce projet structurant et contribue à la mise en œuvre des recommandations nationales qui portent sur 4 axes. La mise en place d'un dispositif d'orientation permanent, le déploiement d'une réponse territoriale accompagnée pour tous, la création d'une dynamique d'accompagnement et de soutien par les pairs, l'accompagnement du changement des pratiques. Dans ce contexte également, le Conseil départemental et la Maison départementale des personnes handicapées ont déployé, via Trajectoire Handicap, outils de gestion et de suivi des orientations vers les établissements et services médico-sociaux. Mais chacun le sait, l'hébergement en établissement ne peut et n'est pas la réponse à tout. 80% des personnes concernées par les troubles de santé mentale sont aujourd'hui soignées en dehors de l'hôpital, car elles ne nécessitent pas de vivre en milieu spécialisé. Le département a toujours proposé une solution d'hébergement alternative à l'établissement, l'accueil familial. Il contribue à la réalisation d'un véritable projet de vie individualisé en proposant aux personnes accueillies, personnes âgées ou handicapées, un cadre de vie au sein d'une cellule familiale. Cette offre est encore insuffisamment connue des familles
et des professionnels, alors qu'elle peut répondre aux souhaits des personnes de rester à domicile dans un environnement sécurisé. Une collaboration étroite avec les services de psychiatrie du territoire permet d'accompagner au mieux les personnes ayant un handicap psychique. Dans ce cadre, une convention a été signée avec le service Sésame du centre hospitalier de la Chartreuse. Structurée entre le maintien à domicile, vécu par certaines personnes comme une source d'isolement et d'exclusion sociale, et l'hébergement en institution, synonyme pour d'autres de perte d'espace et de liberté, le dispositif historique d'accompagnement des personnes en situation de handicap n'apporte plus, on le sait, à bon nombre d'entre elles, la réponse qu'elles attendent en réponse à leurs besoins légitimes d'inclusion et d'insertion pleine et entière dans la cité. Un nombre croissant de personnes handicapées souhaitent choisir son habitat et les personnes avec qui le partager le cas échéant. Elles expriment une forte demande de projets sociaux et de services associés au logement dans un environnement adapté et sécurisé qui garantissent conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu ordinaire. Ces formes d'habitat plus souples et aussi parfois plus économiques pour des personnes handicapées aux revenus souvent modestes apportent une réponse complémentaire au logement ordinaire et à l'hébergement en institution. C'est l'objet de votre journée d'études et vous allez pouvoir échanger sur les pratiques mises en œuvre. Ainsi, au cours des dernières années dans notre département, dans le cadre de partenariats impliquant des associations, des bailleurs sociaux, des collectivités, des associations et aussi des mutuelles, se sont développés plusieurs exemples d'habitat inclusif pour les personnes handicapées ou âgées. Ces offres d'habitat inclusif permettent aux personnes de bénéficier d'un logement privé permettant de se sentir chez soi et de choisir son rythme de vie, d'espaces partagés permettant une vie sociale avec les autres résidents et l'environnement extérieur, d'un accompagnement adapté des résidents à travers la présence notamment de gouvernantes, d'aide à domicile, de services civiques. Au travers du financement des services d'accompagnement à la vie sociale, 356 places réparties sur le territoire, et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, qui comptent aujourd'hui 54 places entre Dijon et Beaune, le Conseil départemental a toujours soutenu les services qui concouraient à une meilleure inclusion des personnes handicapées, avant même que l'on parle d'habitat inclusif. S'agissant de l'habitat inclusif proprement dit en Côte d'Or, 3 offres différentes sont présentes. La résidence accueil de la mutualité, destinée à loger et à accompagner des personnes en déficience psychique. Elle relève du cadre juridique des résidences sociales. Des logements adaptés intégrés en diffus au sein d'autres logements destinés aux personnes handicapées. Ils permettent par exemple, grâce à la mutualisation de la PCH, aux usagers de bénéficier d'une aide à domicile 24 heures sur 24. Ce projet a été initié par l'APF en liaison avec des bailleurs sociaux. Les maisons partagées aussi de la Fondation Simon de Sirène accueillent des personnes en situation de handicap dans des logements de droit commun avec la présence d'accompagnants. L'objectif est d'accompagner les résidents dans les actions collectives et individuelles qu'ils souhaitent réaliser. Je sais qu'en la matière, il reste beaucoup à faire et dans le contexte financier qui est compliqué pour tout le monde, la tâche n'est pas facile. Mais c'est un devoir collectif car on mesure le degré de civilisation d'un peuple à la manière avec laquelle il s'occupe des plus fragiles. C'est en tout cas l'ambition du département qui est et demeurera l'acteur premier des solidarités humaines. C'est un engagement fort qui se traduit concrètement et nous continuerons à le tenir coûte que coûte. Je ne serai pas plus longue. Je remercie une nouvelle fois toutes celles et tous ceux qui vont prendre part à cette journée d'études et je vous remercie. Merci Madame Darfeuil. Bruno Badel-Puech, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse. Bonjour à toutes et à tous. Madame la représentante de Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la représentante du directeur général de l'Agence régionale
de santé, mesdames et messieurs les représentants des associations, alors de l'UNAFAM, qui organise avec nous cette rencontre, de la NFH qui nous apporte son soutien, de l'UNIFAF, de Champmont l'Habitat, d'ICAR la Bergerie, du CREMSI, et puis tous les professionnels présents dans cette salle qui viennent de tous les horizons, de Bourgogne et de Franche-Comté et même d'ailleurs. Merci aussi à l'équipe d'organisation autour de Madame Sautreau. Dans son rapport d'octobre 2016 sur la santé mentale, Michel Laforcade, qui est le directeur général de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, énumérait les questions centrales posées par l'accompagnement des parcours de soins et de vie des personnes vivant avec des troubles psychiques sévères. Il évoque dans son rapport la nécessité de renforcer l'accès aux droits et la qualité de l'accompagnement des personnes en relevant deux problématiques majeures qui sont liées, le logement et l'intervention à domicile. Il cite Jean Caneva, président honoraire de l'UNAFAM, qui disait, j'ouvre les guillemets, « Le logement est la pierre angulaire de toute prise en charge des malades psychiques. Sans logement, il ne peut y avoir de continuité des soins et d'accompagnement à la vie sociale. » Je ferme les guillemets. Comment peut-on, dit-il, soigner une personne sans lui assurer ce besoin vital que nous ressentons tous d'avoir un chez-soi? L'INSERM a mis en évidence que la prévalence des troubles psychotiques est 10 fois plus importante chez les personnes sans abri que dans la population générale. Nous savons que l'accès et le maintien dans le logement, sont les éléments essentiels de l'accès à l'autonomie en lien avec ce qu'on appelle le processus de rétablissement, c'est-à-dire le moment où la maladie se stabilise, on ne sait pas la guérir, et où la personne peut enfin vivre dans la cité avec ses troubles psychiques, en ayant une vie la plus citoyenne possible, dans l'inclusion sociale et l'accès aux droits communs. L'accès au logement doit être en lien aussi avec le maintien dans le logement, qui est indispensable pour le continuum de la prise en charge. Pas d'accès au logement sans maintien dans le logement, parce que l'on sait que la dégradation de l'état de santé mentale d'une personne agit directement sur sa manière d'habiter et que le principal problème des prises en charge des malades psychiques, c'est la stigmatisation et que tout échec dans l'accompagnement des personnes vers le logement et dans le maintien dans le logement entraîne, et on le sait bien par les phénomènes de voisinage, une accentuation de la stigmatisation. Et c'est ça qu'il faut réussir, bien accompagner dans le logement pour déstigmatiser. Alors, développer les dispositifs d'accompagnement dans le logement et dans le soin va ensemble, et c'est au cœur de l'aide que nous apportons aux personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères pour accéder à le plus d'autonomie possible. L'UNAFAM a mené un important travail national, tout à l'heure il sera présenté, d'observation des dispositifs pratiques en matière de logement accompagné. Elle a identifié tout ce qui a été créé d'innovant sur tous les territoires et qui est en partie modélisable si l'on décide, c'est peut-être un des objectifs de cette journée, de les développer sur notre territoire de Côte d'Or en liaison avec tous les acteurs et bien sûr en premier lieu le conseil départemental. Alors, je cite les grandes rubriques, mais vous le reprendrez tout à l'heure dans votre intervention. Les cellules de coordination pour le logement et la médiation, les appartements associatifs thérapeutiques, les familles gouvernantes, les résidences accueil, les solutions pour personnes handicapées vieillissantes, les solutions multiservices autour de l'accompagnement et du logement, l'accompagnement pour l'aide à domicile et bien sûr aussi les dispositifs de sortie de rue comme le dispositif Un chez soi d'abord. Donc je vais formuler avec vous un vœu, donc que puisse cette journée nous permettre de valoriser tout ce que vous avez, vous, créé, professionnels du champ social, médico-social et sanitaire sur le terrain, avec des expériences innovantes que vous allez partager et pour lesquelles il va y avoir beaucoup d'échanges, et faire émerger, je le souhaite, c'est le docteur Miret qui aura la lourde tâche de concrétiser cette journée
par quelques conclusions et quelques prolongements, faire émerger de nouveaux projets sur notre territoire au bénéfice des personnes et des parcours de vie et de soins des personnes qui ont des troubles psychiques sévères que nous accompagnons au quotidien. Merci beaucoup et très belle journée. Merci Bruno Bandelpech. Enfin, Madame Edith Puglierini, qui est codirectrice du projet Santé mentale à l'ARS. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous, puisque effectivement nous travaillons depuis 2 ans et demi avec ma collègue ici présente, Madame Tafraout, à réussir à avoir un parcours sans rupture, notamment des personnes en situation de handicap psychique. Et nous avons beaucoup travaillé également dans nos priorités du PRS sur l'inclusion dans le logement et plus exactement la réhabilitation psychosociale, puisque effectivement M. Bandelpech vient aussi de l'énoncer. Je voudrais avoir un discours très bref, puisque effectivement, Madame la représentante du président du conseil départemental, vous avez évoqué déjà dans vos propos, toute l'articulation qui existe aujourd'hui entre les services de santé, les services de l'agence, les services de l'État et les élus. Monsieur Bandelpech a évoqué aussi toute l'articulation et le travail qui est mené de concert avec les établissements médico-sociaux et les établissements sanitaires de psychiatrie. Dans la réflexion que nous avons menée avec le président de la CME du centre hospitalier La Chartreuse, monsieur Miret, sur la problématique habitat santé mentale, qui est effectivement maintes fois formulée et qui continue d'alimenter les préoccupations des acteurs en présence. Malades, soignants, élus, organismes de logement et tutelle du soin et de l'action sociale tentent de trouver ensemble des modalités d'un meilleur travail commun. Le secteur de psychiatrie, tel qu'il avait été conçu au départ, se proposait de sortir les patients hospitalisés dans la ville et de favoriser le soin ambulatoire, donc de soigner des personnes logées. Mais cela supposait que la question du logement soit traitée. Or, la programmation du logement, son adaptation, qu'elle soit géographique et financière, est opérée par les villes, les organismes HLM et l'État. Le médico-social tel que conçu aujourd'hui, c'est-à-dire articulant autour de la personne malade les notions du soin et de lieu de vie, apporte de nouvelles solutions. Nous l'avons entendu, vous l'avez évoqué, sans toutefois convenir à toutes les situations impliquant de la souffrance psychique. Je dirais aussi que dans notre réflexion, ces grandes modifications sociales et institutionnelles ont affecté aussi les organismes de logement et les bailleurs ont observé peu à peu la modification des caractéristiques des locataires de leur parc. Un autre aspect aussi qui traverse cette évolution est lié à l'irruption de nouvelles conceptions du soin et de l'accompagnement, avec l'importance contemporaine donnée à la notion de choix de l'individu et la notion de projet personnel. Avant de conclure, je dirais que nous avons travaillé depuis 2 ans et demi au travers du parcours et heureusement, nous sommes dans une phase de psychiatrie que l'on veut citoyenne, de réhabilitation, de rétablissement, de vie aussi normale que possible dans la cité, incluant cette exigence de logement dans la cité. Il y a quelques exemples que l'agence effectivement régionale de santé a accompagnés dans les projets, notamment effectivement à Saint-Rémy, dans le Jura, en Haute-Saône et dans la Nièvre. Je ne serai pas plus explicite sur effectivement les projets qui ont été accompagnés, qui ont été travaillés avec les équipes, puisque je crois savoir que cet après-midi, il y aura effectivement des tables rondes, et je crois que ma collègue présente de la direction de l'autonomie pourra vous apporter effectivement les exemples, notamment en matière de prise en charge financière. Juste aussi, pour préciser
que l'agence conduira à la mise en place d'un observatoire en région de l'habitat inclusif. Le nombre important de candidatures montre aussi le dynamisme des organismes gestionnaires en région, et l'observatoire aura pour finalité de faire connaître les initiatives d'habitat inclusif, de modéliser les bonnes pratiques et favoriser le développement d'autres structures du même type sur le territoire. Donc, pour conclure, j'aurai ces propos que c'est au cœur de cette réalité complexe et multifactorielle et éclairée par des éléments de connaissance issus de la recherche et des expériences locales et nationales. Bruno Madelpech nous a cité effectivement l'expérimentation du chez-soi d'abord dans d'autres régions. Tous ensemble, que ce soit élus, partenaires du soin, du social, devons nous positionner, décider et agir pour répondre au mieux aux besoins et attentes des publics malades et non malades. Merci de votre attention. Je vous souhaite de fructueuses réflexions et de fructueux travaux au cours de cette journée. Et nous serons à l'écoute, au titre du parcours, pour les projets qui nous seront proposés en articulation avec la direction de l'autonomie, pas de l'économie, mais il y a un sujet économique qui est prégnant, avec la direction de l'autonomie de l'Agence régionale de santé. Merci à vous, très bonne journée. Merci à vous.